Comment investir pour ses enfants? Si vous êtes parent et que vous souhaitez préparer l'avenir de votre enfant, dans cette vidéo, on va vous donner avec Omar les 3 meilleurs placements pour votre enfant. Et vous verrez que les méthodes traditionnelles d'épargne, livret A, compte courant, mettre de l'argent, mettre 50 € par mois par exemple, de côté pour son enfant, ce sont des erreurs. On va voir pourquoi. Salut Omar. Salut Mathieu. C'est parti. Premier placement, le compte courant. Effectivement, on peut parler du compte courant, donc la simplicité. Donc on peut pas faire plus simple. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de parents qui par défaut optent pour le compte courant. Alors c'est effectivement une erreur parce qu'on a en face le phénomène de l'inflation. Donc l'inflation, pour que les gens comprennent bien, c'est tout simplement le fait que les prix de ce qu'on va acheter augmentent de manière structurelle, même de manière voulue par la banque centrale, etc. Et donner un exemple chiffré, il y a 50 ans, on achetait une baguette de pain 10 centimes d'euros. C'était en francs à l'époque évidemment, mais ça coûtait 10 centimes d'euros. Aujourd'hui, une baguette vaut en moyenne 1,10 €. Autrement dit, ça fait x11. Et ça, les gens ne se rendent pas forcément compte, mais si vous laissez 1 000 € sur un compte courant, donc absolument pas rémunéré, eh bien, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ces 1 000 €, ils ne pourront plus acheter autant que ce qu'ils pouvaient acheter aujourd'hui. Et autrement dit, vous avez perdu du pouvoir d'achat. Donc il y a 50 ans, avec 1,10 €, on pouvait acheter 11 baguettes de pain. Aujourd'hui, on ne peut en acheter qu'une. Et il faut bien souligner, tu as raison d'en parler, c'est la Banque centrale qui veut de l'inflation. C'est même un de ses objectifs, qui est d'ailleurs d'à peu près 2%. Donc la Banque centrale cherche à ce qu'il y ait de l'inflation dans l'économie. Donc on ne peut pas se dire, bon, il y a peut-être eu de l'inflation dans le passé et que ça n'arrivera pas dans le futur. Non. C'est vraiment l'un des objectifs. Alors, et l'objectif, des fois, n'est pas respecté. Donc on a des fois beaucoup plus que 2% d'inflation qui sont normalement visés par la Banque centrale européenne. Tu as raison Omar de préciser que des fois ça peut monter bien plus. Par exemple en 2023, 4,9% d'inflation en France. En 2022, 5,2% d'inflation. Donc là forcément, notre épargne non investie et l'épargne de notre enfant fond comme neige au soleil. Historiquement, sur les 60 dernières années, c'est 4,01% en rythme annuel d'inflation en France. Donc si on fait une projection simple, imaginons que vous placiez 100 € par mois dès la naissance de votre enfant, de côté sur un compte courant, juste exposé à l'inflation. Pendant 20 ans, au rythme de 4,01% d'inflation, au bout de 20 ans. Donc le parent aura fait un effort d'épargne total de 24 000 €, donc 100 € par mois pendant 20 ans. Mais net d'inflation, eh bien ça donne 16 300 € net de pouvoir d'achat, soit une perte de pouvoir d'achat de 7 700 €. Alors les gens, des fois, ne se rendent pas compte. Ça peut être énorme. On a la même somme, effectivement. Au bout de 20 ans, on a 24 000 € visuellement sur son compte courant, sur le compte courant pour son enfant. Pourtant, net de pouvoir d'achat, on vient de perdre 7 700 €. Donc là, on a pris une hypothèse de 4,01% historique à 60 ans. Si on prend 2%, l'inflation visée, si on veut être un peu plus conservateur, on va dire, ça donne donc toujours pas 24 000 €, on perd du pouvoir d'achat et on arrive à 19 700 €, donc moins 4 300 € de pouvoir d'achat. Tu as raison, effectivement, il faut toujours raisonner en net d'inflation, donc toujours, et tu as raison de le souligner, c'est très fourbe parce qu'on ne le voit pas sur le compte courant ou sur le compte court. On fait un effort d'épargne, mais je reprends ton exemple de la baguette. Ce qui est vrai pour la baguette, historiquement, ce qui s'est passé, attention, c'est vrai, en tout cas, ça pourra l'être pour plein d'autres choses. Par exemple, l'école que votre enfant devra payer. Donc, les frais scolaires sont aussi assujettis à de l'inflation. Donc, si, par exemple, l'école vaut aujourd'hui que 5 000 €, bon, dans 20 ans, ça sera plus 5 000 €, vous l'avez compris, ça sera pas 5 000 € à payer, mais beaucoup plus selon l'inflation qu'elle a connue. C'est ça, peut-être 10 000 €. Et si tu dis aussi les frais scolaires, mais on peut rajouter évidemment le loyer étudiant, les courses, voilà, toutes les dépenses courantes finalement qui peuvent augmenter. Le permis et j'en passe, oui. Donc, le compte courant, grosse erreur si on compte épargner pour dans 10 ans, 15 ans, 20 ans pour son enfant. Deuxième grosse erreur que les gens font finalement, c'est de se dire, bon, compte courant, je sais que c'est pas rémunéré, mais je vais placer ça sur un livret A. Oui, tu as raison. Encore une fois, c'est de la simplicité. C'est quelque chose qu'on connaît bien. Donc, on programme un virement automatique. C'est simple, efficace. Mais là, pareil, il faut toujours, comme je le disais tout à l'heure, raisonner en net d'inflation. Donc, bien avoir en tête les rendements nets d'inflation. Et ce que les gens aussi savent pas forcément, c'est que le livret A, historiquement, alors avant c'était le livret bleu, mais peu importe, depuis 1900, il a rapporté net d'inflation moins 3,9%.
on perd de l'argent, on perd du pouvoir d'achat sur le long terme à cause du livret A. Il est très souvent inférieur finalement à l'inflation. Donc par exemple, en 2022, le livret A net d'inflation, il a rapporté moins 3,8%. Et c'est pas la faute de nos auditeurs. Alors il y a principalement deux choses. C'est un, le manque d'éducation financière qu'on a malheureusement en France. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et deux, c'est vrai que pour se faire accompagner, on n'est pas forcément aidé. Le banquier va systématiquement proposer des solutions comme le livret A, etc. Donc si on reprend la simulation de tout à l'heure, un parent qui met 100 € par mois pendant 20 ans, on va le mettre sur le livret A. Cette fois-ci, on va être un peu gentil avec le livret A. On va le mettre simplement à moins 1% net d'inflation. Donc ce parent aura épargné pendant 20 ans 24 000 € au total. Petit aparté, le plafond du livret A est à 22 950 €. Donc on imagine qu'il utilise le livret A et le LDDS. Et à moins 1%, net de pouvoir d'achat, en fait, il aura perdu 2 200 € et d'argent finalement que ce parent a épargné durement et qui partent en fait à cause de ce phénomène d'inflation. Et donc net d'inflation, au lieu de 24 000 €, on a 21 700 €. On limite la casse par rapport au compte courant, mais c'est vrai, vous le verrez, on peut faire beaucoup mieux. Justement, on va passer donc aux 3 meilleurs placements. Premier placement qu'on peut faire pour son enfant, l'assurance vie. Alors l'assurance vie, c'est un outil pour le coup, un très bon outil, c'est un petit peu le couteau suisse. Ça fait partie des placements préférés d'ailleurs des Français. On a beaucoup d'enveloppes qui sont vertes. Alors attention, je précise, c'est bien une enveloppe, donc on va pouvoir la personnaliser comme on veut. On peut mettre des choses pas risquées du tout, type fonds en euros, où là on aura des rendements relativement proches que ceux du livret A. Historiquement, un poil supérieur, en tout cas si on choisit les meilleurs contrats d'assurance vie et les meilleurs fonds euros. Tu disais tout à l'heure, d'ailleurs, tu parlais du banquier. Attention à l'assurance vie standard du banquier où il y aura beaucoup de frais et où là, ça peut ne pas être du tout rentable. Exactement. Et à part le fonds en euros, on a d'autres classes d'actifs qu'on va pouvoir mettre dans cette enveloppe-là. On peut parler de SCPI, on peut parler d'actions. Donc, on peut détenir des actions ou des ETF directement sur son contrat d'assurance vie. Donc, de la bourse. Donc, de la bourse, des marchés actions. On peut parler aussi même de private equity. Donc, certaines assurances vie nous permettent d'avoir aussi accès au private equity. Donc, tout à fait. Et donc, ce que tu viens d'exposer, c'est ce qu'on appelle en fait les unités de compte. On a le fonds euro qui a capital garanti et qui historiquement est allé chercher un peu plus que le livret A. Et tous les placements, donc SCPI, private equity, ETF actions, etc., dans l'assurance vie, ça s'appelle les unités de compte, des placements risqués. On le rappelle, si on veut aller chercher des performances, si on veut aller chercher du rendement, on a forcément un risque et un risque de perte en capital. Mais sur le long terme, on va minimiser ce risque. Et on a vu aussi que sur le long terme, si on ne fait rien, on a aussi la garantie de perdre du pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Donc il faut forcément faire quelque chose si on a de l'épargne à long terme. Et pour donner quelques ordres de grandeur, on a notamment les données de l'IEIF, donc l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, qui nous dit, donc SCPI, typiquement, c'est de la pierre papier, c'est de l'immobilier passif qu'on peut loger au sein d'une assurance vie très facilement. La performance historique était de 7,9% par an. Pour les actions en bourse, la performance historique était de 12,4% par an. Ce genre de performance avec les intérêts composés, donc le fait que ça fasse boule de neige finalement, les intérêts gagnés vont générer à leur tour des intérêts, ça peut faire une grande différence avec un parent qui ne va rien faire ou qui va laisser sur livret A ou compte courant. Exactement, là l'objectif, vous l'aurez compris, c'est de battre l'inflation. Donc on est obligé de partir sur des placements un peu plus risqués, comme tu viens de l'évoquer. Plus que battre l'inflation, c'est même de créer de la valeur et faire fructifier cet argent. Parce que sur 20 ans, on a un horizon de temps assez important pour vraiment faire que le capital travaille et même qu'il y ait de l'enrichissement. Et donc tu as raison, l'intérêt de l'assurance vie, c'est qu'on va pouvoir un petit peu panacher tout ça. Toutes les différentes classes d'actifs qu'on a, le fonds en euros qui est pas risqué, ou partir sur des classes d'actifs un peu plus risquées telles que les SCPI ou le marché actions. Donc en faisant une bonne composition, on peut arriver à quelque chose d'assez équilibré finalement, avec un rendement attendu d'à peu près 7% brut d'inflation et 5% net d'inflation si on reprend l'exemple des 2%. Tout à fait, et tous ceux qui disent ouais, je veux pas l'assurance vie, c'est trop risqué, etc. Voilà, on va pouvoir diversifier et utiliser des supports aussi qui sont finalement peu volatiles, voire pas risqués comme le fonds euro, et quand même aller essayer de battre l'inflation. Donc, si on prend cette simulation, donc on reprend 100 € par mois pendant 20 ans à 5% net. Là, cette fois-ci, grâce aux intérêts composés, on atteint un capital final de 40 750 € en ayant fait un effort d'épargne donc de 24 000 toujours,
soit 16 750 € d'intérêt gagné. On voit bien que on s'est enrichi finalement, on a vraiment créé de la valeur, on a vraiment fait fructifier le capital net d'inflation. Petite précision sur le contrat d'assurance vie. Vous, en tant que parent, vous pouvez directement ouvrir un contrat d'assurance vie à votre enfant. Donc le contrat appartient directement à l'enfant, pas besoin de le donner ensuite, on ne peut pas donner un contrat d'assurance vie, mais c'est de l'argent qui lui appartient directement. Petite précision encore, à ses 18 ans, il pourra utiliser cette somme d'argent comme bon lui semble. Donc, on a quelques garde-fous, notamment je pense au pacte adjoint, qui va être là pour encadrer un petit peu l'utilisation de ce capital-là. On peut prendre un exemple. Donc, le pacte adjoint peut stipuler que l'utilisation de ce capital à 18 ans se fera uniquement pour financer ses études, son école, etc. Ou alors, on peut même mettre des restrictions d'âge, donc que ce capital ne pourrait être utilisé qu'à partir de 24 ans, 23 ans, etc. Donc, superbe enveloppe pour un enfant, même mineur, à son nom. On peut investir dedans en tant que parent. On peut limiter son usage une fois qu'il sera majeur, comme on veut. Et aussi, un petit rappel essentiel, hein, en plus des placements, ce qu'il faut donner, c'est un patrimoine aussi culturel, en tout cas une éducation financière à son enfant pour qu'il en fasse aussi bon usage, même au-delà des contraintes du pacte adjoint. Deuxième placement pour son enfant, c'est un autre outil, c'est le compte titre. Sur le compte titre, on va essentiellement pouvoir investir en bourse, donc sur les marchés actions. Ça peut être des actions individuelles qu'on choisit, Apple, Tesla, LVMH, Sanofi, etc. Ça peut aussi être des ETF, donc des paniers d'actions cotés en bourse, diversifiés, qu'on recommande, en tout cas sur cette chaîne, parce que c'est un des meilleurs placements pour investir en bourse. Peu importe votre niveau, c'est très accessible et c'est diversifié. Donc on va pouvoir investir sous deux modes de détention finalement, soit ouvrir un compte titre à son nom en tant que parent. Donc là, on a vraiment un contrôle total. Lorsqu'on le voudra, on pourra le donner à son enfant. Ou bien, ouvrir un compte titre directement au nom de son enfant. Et là, l'enfant sera donc directement propriétaire de ce capital. Attention, si le compte titre appartient directement à votre enfant, là sur compte titre, pas de pacte adjoint, on n'a pas le contrôle qu'on pourrait avoir sur l'assurance vie. Le premier mode de détention que tu as évoqué, Mathieu, c'est que le parent détienne directement le compte titre à son nom. Alors, il y a une technique patrimoniale qui consiste, comme tu l'as dit, à faire une donation de ce compte titre. Alors, l'intérêt, il est surtout fiscal pour le coup, parce qu'on va avoir ce qu'on appelle une purge des plus-values. On va faire très simple. On place 20 000 €, ça devient 40 000 €. Si vous donnez les 40 000 € à votre enfant, l'administration fiscale considère que les 40 000 € sont du capital. Donc, il n'y a pas de plus-value dedans. À titre de comparaison, si on avait fait la même chose pour l'enfant mineur, donc qu'on lui aurait ouvert un compte titre à son nom, donc pareil, on placerait 20 000 € qui serait devenu 40 000 €. Donc, le jour où il vaudra faire un retrait, l'administration fiscale va considérer qu'il y a 20 000 € de capital, donc non taxable, et 20 000 € de plus-value qui, par défaut, est taxable à la flat tax de 30%. Donc, s'il retire ses 40 000 € finalement, il va être imposé 30% de 20 000 €, soit 6 000 € d'impôt à payer. Là où dans une donation, il y aurait une purge des plus-values. S'il retirait, aucun impôt à payer. Et également, lors de la donation, on pourrait se dire qu'il peut y avoir une friction fiscale parce qu'on donne à son enfant, effectivement, mais il y a en fait un abattement de 100 000 € renouvelable tous les 15 ans, par enfant, par parent. Et donc, si on lui donne un compte titre avec 40 000 € finalement, on utilise cet abattement et il n'y a aucun impôt à payer, aucun droit de donation. Et si on reprend donc la simulation, 100 € par mois pendant 20 ans pour son enfant dans un compte titre, historiquement la bourse, si on investit avec par exemple des ETF, on peut se dire que c'est du 10% par an. Attention, performance passée préjuge pas des performances futures, mais c'est en tout cas la performance historique du marché action. Donc 10% par an, on enlève 2% d'inflation. Et à ce rythme-là, donc 100 € par mois serait devenu, sur 20 ans, 57 000 €, soit 33 000 € de gains. Et donc là, on a fait quelque chose de radicalement différent pour son enfant. On ne donne plus 100 € par mois, ce qui donnerait 24 000 €, voire même 24 000 € grignotés par l'inflation, comme on l'a vu précédemment. Là, on donne quand même 57 000 € net d'inflation à son enfant, ça n'a rien à voir. Donc on voit vraiment la grande différence d'avoir une éducation financière, de prendre du risque et de faire vraiment travailler le capital pour son enfant. J'insiste, net d'inflation. Donc, on a dans le même temps contré l'inflation et dans le même temps, on a créé de la valeur ajoutée, donc du capital plus important pour notre enfant. Troisième placement pour ses enfants. Et finalement, on peut investir dans un petit peu tout.
On peut investir dans des métaux précieux, de l'or par exemple. On peut investir dans de la pierre papier, des SCPI. On peut investir dans un bien immobilier. Et tout ça, on va pouvoir donner à son enfant, par exemple à sa majorité, et utiliser l'abattement des 100 000 euros dont on a parlé tout à l'heure, qui ne s'applique pas uniquement à un compte titre ou à une somme d'argent, mais qui s'applique en fait à toute forme de don qu'on peut faire à son enfant, donc de l'or, un bien immo, etc. Donc un exemple, c'est un enfant, imaginons, qui à ses 18 ans va étudier dans une grande ville, imaginons à Lyon. Ses parents peuvent acheter un studio à Lyon. Il peut ensuite habiter dans ce studio, lui. Et une fois qu'il aura fini ses études, ce studio, il pourra le mettre en location et avoir des revenus ou le revendre. Voilà. En tout cas, on peut tout imaginer puisqu'on peut utiliser cet abattement de 100 000 euros par enfant par parent. Donc, si on est 2 parents, on peut donner 200 000 euros finalement à un enfant. Et en fonction aussi des besoins de l'enfant, en fonction de comment aussi vous voulez faire fructifier du capital pour votre enfant. On a parlé du compte titre, on a parlé de l'assurance vie, mais ça ne se limite pas à ça. Exactement. La règle d'or finalement à retenir, c'est qu'il faut à tout prix contrer l'inflation. On a vu effectivement les différents outils, donc raisonner toujours en actifs. L'idée, c'est effectivement de toujours détenir des actifs qui vont finalement contrer l'inflation et vous enrichir, comme tu le disais tout à l'heure, l'immobilier ou le marché action dont on parlait un peu plus tôt. C'est ça, donc des actifs productifs qui vont créer de l'enrichissement pour soi ou pour son enfant. Donc ça, c'est essentiel. Et aussi, ça c'est vrai dans la gestion patrimoniale en général, anticiper, investissez aussi le plus tôt possible. On a vu des simulations, mais commencer à investir pour son enfant dès qu'il naît, ça peut être très puissant grâce à cet effet boule de neige. Donc tu as raison, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup de bourse, en tout cas ici, parce que finalement c'est le plus accessible. Aujourd'hui on peut investir à partir de 5 euros. Là où l'immobilier, c'est une très bonne classe d'actifs, mais peut-être plus difficilement accessible. Moralité, comme souvent, ce qui est primordial aujourd'hui, c'est d'avoir une éducation financière. C'est aussi important d'inculquer ça à ses enfants. Ou bien de se faire accompagner. C'est vrai que c'est des sujets qu'on connaît bien chez Saint-Vasseur Conseil. On accompagne nos clients dans la gestion de leur patrimoine, mais aussi dans la préparation de l'avenir de leurs enfants. On mettra un lien en description si ça vous intéresse de découvrir notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine, Saint-Vasseur Conseil. Merci beaucoup Omar. Merci Mathieu.